Bonjour, je suis Karen Degouf, je suis responsable finance durable à la Fédération bancaire française, également responsable de la mise en œuvre de l'alignement des banques avec l'accord de Paris au sein de la Net Zero Banking Alliance. Et je vais vous parler de l'alignement du secteur financier avec l'objectif de l'accord de Paris. L'accord de Paris, conclu en 2015 lors de la 21e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, plus connue sous le nom de COP21, a cristallisé la volonté des 195 États signataires de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale entre 1,5 degré et 2 degrés Celsius par rapport à son niveau pré-industriel, contre une trajectoire business as usual de l'économie mondiale située entre 3 et 3,5 degrés. Dans son article 2.1c, l'accord de Paris précise clairement le rôle attribué au secteur financier dans la réalisation de cet objectif mondial. Les flux financiers doivent s'aligner sur une trajectoire de développement à faible émission de gaz à effet de serre et résiliente au changement climatique. La finance a donc un rôle important à jouer pour permettre à l'économie mondiale, d'une part, de se développer tout en réduisant ou atténuant ses émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, de s'adapter aux futures évolutions du climat, qu'il s'agisse de changements progressifs ou d'événements climatiques extrêmes. On retrouve bien dans l'accord de Paris les deux volets atténuation et adaptation. En 2021, lors de la COP26 à Glasgow, l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale moyenne a été confirmé par l'ensemble des États à 1,5 degré Celsius. Pour atteindre cet objectif de 1,5 degré, il est nécessaire d'abord de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'environ 50% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Et ensuite d'atteindre la neutralité carbone nette d'ici 2050. C'est ce qu'on appelle le net zéro. Mais qu'est-ce que cela signifie, être net zéro ou neutre en carbone? Cela ne veut pas dire aucune émission, car toute activité économique émet des gaz à effet de serre. La neutralité carbone implique, à l'échelle de la planète, d'équilibrer les émissions carbone anthropiques, soit résultant de l'activité humaine, et les absorptions anthropiques, notamment par des puits de carbone. C'est la notion de budget carbone à ne pas dépasser. Il faut imaginer l'atmosphère comme une sorte de baignoire géante. Le niveau de l'eau correspond à la concentration de gaz à effet de serre qui elle-même est proportionnelle à une augmentation de la température moyenne mondiale. Respecter le budget carbone global 1,5 degré Celsius, c'est un jeu de vase communicant dont le but est de stabiliser le niveau de l'eau dans la baignoire en équilibrant annuellement ce qui entre et ce qui sort. Autrement dit, une condition nécessaire à la stabilisation de la température mondiale est d'équilibrer les émissions et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'atteindre la neutralité carbone. L'objectif de température est un objectif en stock qui porte sur la quantité totale d'eau dans la baignoire. L'objectif de neutralité carbone est un objectif en flux qui porte sur l'équilibre entrée-sortie entre le robinet et le siphon. Une condition nécessaire à l'atteinte du premier est d'atteindre le second suffisamment vite. Si l'objectif en flux n'est pas atteint suffisamment vite, la baignoire déborde et l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré devient inatteignable. C'est ce qu'on appelle l'overshoot. On comprend alors facilement qu'une entreprise ne peut pas être neutre en carbone. Elle peut seulement contribuer à l'objectif de neutralité mondiale en contribuant à l'objectif global de neutralité de son secteur d'activité. Ce processus n'est plus statique, mais dynamique. L'entreprise doit réduire les émissions de gaz à effet de serre induites par son activité, directement ou indirectement, et augmenter les absorptions afin que la baignoire mondiale, et notamment celle de son secteur d'activité, ne déborde pas. Il en va de même pour une institution financière, une banque, un assureur, un investisseur, qui ne peut pas être individuellement neutre, mais peut de manière dynamique contribuer à l'objectif de neutralité carbone de l'ensemble des secteurs qu'elle finance, assure ou dans lesquels elle investit. On va alors parler d'alignement avec une trajectoire net zéro. À Glasgow en 2021, de très nombreux acteurs de toute nature se sont engagés via l'initiative Race to Zero à contribuer à atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, permettant de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.
des entreprises et des institutions financières, mais aussi des villes, des régions, des universités, des infrastructures sportives ou de santé. De cette dynamique Race to Zero est née la coalition Net Zero des institutions financières, nommée Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ou GFANZ. Cette alliance mondiale, co-dirigée par Michael Bloomberg, l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'ambition climatique, et Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique et la finance, vise à coordonner les engagements climatiques des acteurs financiers engagés à s'aligner sur l'objectif de l'accord de Paris. Il n'existe pas de définition formelle de l'alignement net zéro du secteur financier, mais on peut le résumer de la manière suivante. Rendre cohérente la performance climatique dynamique, soit sa trajectoire dans le temps, d'une entité ou d'un portefeuille d'actifs financiers, avec une trajectoire dont la science du climat indique qu'elle permet d'atteindre l'objectif planétaire de neutralité carbone en 2050. On parle ainsi d'alignement avec la science. GFANZ est une alliance chapeau qui regroupe aujourd'hui plus de 675 acteurs financiers dans plus de 50 pays répartis au sein de 8 alliances net zéro, chacune étant dédiée à un type d'acteur financier. Un pour les banques, un pour les assureurs, les gérants d'actifs, les détenteurs d'actifs, les consultants, les fournisseurs de services financiers. Par exemple, le secteur bancaire mondial est regroupé depuis avril 2021 au sein de la Net Zero Banking Alliance, ou NZBA. À ce jour, en juillet 2024, la NZBA est composée de 145 banques représentant plus de 74 trillions de dollars d'actifs, soit environ 41% des actifs bancaires mondiaux. La plupart des grandes banques européennes, dont toutes les grandes banques françaises et nord-américaines en font partie. Mais à ce jour, aucune banque chinoise n'a rejoint l'alliance NZBA. Concrètement, cela signifie que ces 145 banques agissent pour réduire les émissions carbone de leur portefeuille de prêts et d'investissements afin d'être alignées à une trajectoire scientifique permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et ainsi contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Il convient de noter que bien que des banques financent également les mesures d'adaptation de l'économie au changement climatique, la notion d'alignement renvoie exclusivement au financement et ou à l'investissement des mesures d'atténuation ou de réduction. Pour que les institutions financières soient en capacité de réduire le niveau des émissions de gaz à effet de serre qu'elles financent, assurent ou dans lesquelles elles investissent, il faut d'abord être capable de les mesurer. Cette mesure préalable permet de déterminer l'empreinte carbone ou bilan carbone de l'institution financière. À noter que lorsque l'on parle de carbone, on entend l'ensemble des 6 gaz à effet de serre couverts par le protocole de Kyoto de 1997. Le dioxyde de carbone, ou CO2, produit lorsque des composés carbonés sont brûlés et en présence d'oxygène. La combustion d'énergie fossile, les éruptions volcaniques, la respiration des plantes, des animaux et des hommes, les feux de forêt, etc. Ensuite, le méthane, ou CH4, dû notamment aux fuites des gisements d'énergie fossile, mines de charbon, torchage de l'industrie pétrolière, et à la décomposition par les bactéries, fermentation de la biomasse dans les zones humides ou dans les décharges par exemple. 2 halocarbures, HFC et PFC. Ce sont des réfrigérants utilisés pour la climatisation et les gaz propulseurs des aérosols. Le protoxyde d'azote, N2O, issu d'engrais azotés et de certains procédés chimiques. L'hexafluorure de soufre, SF6, utilisé dans les transformateurs électriques. Lorsque l'on mesure une empreinte carbone, les émissions de tous ces gaz sont généralement prises en compte, ajustées en fonction du pouvoir réchauffant de chaque gaz à effet de serre et agrégées en une métrique unique appelée CO2 équivalent, ou CO2e. Attention, si la métrique mentionnée ne contient pas le E, alors il peut s'agir uniquement des émissions de CO2. L'empreinte carbone reflète l'ensemble des émissions induites par l'entreprise. On dit plutôt financées ou facilitées pour le secteur financier. Elle se divise en 3 grands blocs. Les émissions de scope 1, scope 2 et scope 3. Le scope 1 couvre les émissions directes de gaz à effet de serre provenant des sources possédées ou contrôlées par l'entreprise, c'est-à-dire les émissions issues directement de ses propres activités. Le scope 2 couvre les émissions indirectes de gaz à effet de serre provenant de la production d'électricité
de vapeur, de chauffage ou de refroidissement consommés par l'entreprise. Enfin, le scope 3 couvre toutes les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Les émissions scope 3 sont généralement divisées en émissions amont et émissions aval. Les émissions amont incluent celles des fournisseurs, notamment les émissions qui se produisent dans le cycle de vie des matières premières achetées par l'entreprise. Les émissions aval incluent toutes les émissions qui surviennent à la suite de sa propre activité de production, notamment la distribution, le stockage, l'utilisation de ses produits et services. Les émissions liées aux prêts et investissements d'une institution financière relèvent toutes du scope 3 aval. Pour les acteurs financiers, l'essentiel des émissions sont indirectes et se situent dans leur chaîne de valeur aval, tout comme leur contribution au réchauffement climatique. Afin de mesurer son empreinte carbone, l'institution financière doit d'abord collecter de la donnée auprès de ses clients, pour les banques ou des sociétés émettrices des titres dans lesquels elle investit pour les gérants et assureurs. Aujourd'hui, tous les clients ne produisent pas ces informations. Donc, l'institution financière peut faire appel à des prestataires extérieurs ou à défaut appliquer des estimations ou proxy. Par exemple, des facteurs d'émissions sectoriels. Dans un second temps, l'institution financière doit s'allouer à elle-même la partie des émissions de gaz à effet de serre dont elle est responsable pour chacun de ses clients. Plusieurs méthodes d'allocation de gaz à effet de serre peuvent être utilisées, induisant parfois de fortes variations de l'empreinte carbone d'un acteur à l'autre. Plusieurs facteurs d'attribution différents peuvent également être utilisés afin de déterminer le bilan carbone d'une institution financière, car ces facteurs peuvent fortement varier selon le secteur sous-jacent et ou la classe d'actifs. Calculer les émissions scope 3 reste compliqué pour les institutions financières qui doivent notamment s'en remettre à de nombreux fournisseurs de données externes. Néanmoins, plusieurs méthodologies ont émergé au fil des années. Parmi ces méthodologies, on peut citer d'abord le GHG Protocol, un protocole international qui propose un cadre pour mesurer et gérer les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités des secteurs privés et publics. Il a été élaboré par le World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, et le World Resources Institute, WRI. Ensuite, on peut citer le Partnership for Carbon Accounting Financials, ou PCAF, qui détaille les méthodologies d'allocation à appliquer pour les institutions financières par classe d'actifs. Nous allons voir quelques exemples. Une fois ce bilan carbone réalisé, l'institution financière obtient un montant en valeur absolue à un instant donné, exprimé en tonnes de CO2 équivalent. L'empreinte correspond au point de départ, ou baseline, qui permet ensuite de se fixer un ou plusieurs objectifs de décarbonation dans le temps. C'est le target setting. Parce que les institutions financières ont vocation à financer, pour les banques, et ou investir dans l'ensemble de l'économie dite réelle, et notamment d'accompagner la transition vers une économie moins carbonée, il est compliqué pour elles de se fixer des objectifs de décarbonation en valeur absolue. À l'exception de certains secteurs fortement émetteurs pour lesquels des alternatives moins carbonées existent, par exemple le charbon thermique ou dans une certaine mesure l'extraction d'hydrocarbures, les acteurs financiers vont plutôt utiliser des métriques d'intensité afin de gérer leurs risques de transition climatique, se fixer des objectifs de décarbonation, créer de nouveaux produits financiers afin d'accompagner l'effort de transition de leurs clients ou encore se comparer avec les autres acteurs de leur secteur et ou implantation géographique. Les institutions financières vont par exemple pouvoir utiliser l'intensité économique des émissions. Elle représente combien un prêt ou investissement émet en fonction d'une unité économique. Généralement, cela s'exprime en tonnes de CO2 équivalent par million d'euros prêtés ou investis. Cela peut être utile pour comparer différents portefeuilles ou parties de portefeuille et pour gérer les risques de transition climatique. Ensuite, on peut utiliser l'intensité physique des émissions. Elle représente combien un prêt ou un investissement émet en fonction d'une unité de production physique. Par exemple, pour un crédit octroyé à un particulier pour l'achat d'une voiture, cela va s'exprimer en grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Autre exemple, pour un investissement dans le secteur production électrique, l'intensité physique va s'exprimer en tonnes de CO2 équivalent par mégawattheure d'énergie produite. Les métriques d'intensité physique permettent de fixer les objectifs de réduction réellement alignés
avec les trajectoires scientifiques et de comparer plus simplement des entreprises opérant dans un même secteur. L'objectif de réduction à 2050 d'un portefeuille financier est généralement la somme de cibles sectorielles que l'institution financière se fixe, en utilisant des scénarios sectoriels de référence. Étant précisé que l'engagement net zéro implique que l'institution financière n'attende pas 2050 pour aligner ses actifs financiers sur les scénarios cibles. Ainsi, elle évitera de dépasser son budget carbone global, soit éviter ce qu'on appelle le overshoot. L'institution financière se fixe ainsi des jalons intermédiaires qui permettent de répartir son effort de réduction des émissions financées sur l'ensemble des secteurs émissifs qu'elle finance, l'ensemble des géographies et progressivement dans le temps, généralement avec une cible en 2030 et ensuite tous les 5 ans jusqu'en 2050. Afin de définir la répartition cible de son effort de décarbonation par secteur, par géographie et trajectoire cible dans le temps, l'institution financière peut utiliser différents scénarios climatiques de transition. Un scénario climatique est une description plausible de l'évolution du climat dans le futur en fonction de la quantité d'émissions cumulées de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, résultant d'un ensemble d'hypothèses économiques. Un scénario de transition cherche, à l'inverse, à modéliser une trajectoire socio-économique en fonction d'un budget carbone donné. Le concept de budget carbone fait référence à la quantité d'émissions cumulées de gaz à effet de serre à ne pas dépasser pour contenir le réchauffement climatique en dessous d'une température cible. La répartition de ce budget carbone entre les secteurs économiques se fait en fonction d'abord du potentiel de décarbonation de chacun des secteurs, dont les éventuelles innovations technologiques, et ensuite de leurs projections de croissance respectives. On peut notamment citer le scénario NZ2 de l'Agence internationale de l'énergie, le scénario SSP1 1.9 du GIEC ou encore le scénario EECM de l'Université de Sydney, qui vise à projeter les émissions mondiales en valeur absolue et en intensité physique, et ce en fonction d'un budget carbone global cohérent avec une hausse de la température mondiale moyenne limitée à 1,5 degré. Ces scénarios se distinguent les uns des autres tant par leur récit que par leur niveau de détail géographique et sectoriel dans les données d'émissions qu'ils fournissent. Mais l'utilisation de ces scénarios cibles comporte des limites. Ils ne couvrent pas l'ensemble des secteurs économiques ni toutes les géographies. Ainsi, pour des entreprises ayant des activités variées, localisées dans différents pays, il est difficile de calculer la trajectoire attendue. C'est notamment le cas pour les acteurs financiers, dont les portefeuilles sont généralement diversifiés par secteur et par géographie. Pour les banques, les objectifs et trajectoires de décarbonation sont toujours fixés par secteur, en utilisant les trajectoires sectorielles cibles que nous venons d'évoquer. Les banques engagées dans l'alliance NZBA doivent se fixer des objectifs de décarbonation pour les 9 secteurs suivants, dans la mesure où elles y sont exposées. Agriculture, aluminium, ciment, charbon, immobilier commercial et résidentiel, fer et acier, pétrole et gaz, production d'énergie et transport. Elles doivent avoir fixé et publié des cibles intermédiaires à l'horizon 2030, dans les 3 ans suivant leur adhésion à l'Alliance. À partir de 2030, les banques se sont engagées à publier des objectifs intermédiaires tous les 5 ans. Afin de définir les trajectoires d'alignement de chaque portefeuille sectoriel, les banques doivent d'abord considérer le point de départ, ou la baseline, exprimé en émissions absolues ou en intensité physique. Ensuite, définir la trajectoire de décarbonation de leur portefeuille sectoriel et donc agréger l'ensemble de leurs actifs dans chaque secteur. Plusieurs approches sont possibles. Elles peuvent d'abord définir une trajectoire de décarbonation agrégée des contreparties en portefeuille grâce à l'analyse de leurs engagements climatiques, s'ils existent, notamment leur plan de transition, leurs objectifs de réduction et leur stratégie d'alignement 1,5 degré. Cette approche est applicable uniquement aux acteurs de type entreprise et non aux particuliers. Elles peuvent définir une trajectoire de décarbonation du portefeuille en appliquant une méthodologie d'alignement à une trajectoire sectorielle théorique issue d'un scénario 1,5 degré, tel que le scénario NZ2 2050 de l'AIE, scientifiquement solide et mis à jour régulièrement. Plusieurs méthodologies d'alignement de portefeuille sectoriel existent. On peut citer la Sectoral Decarbonization Approach, SDA, développée par la Science Based Targets Initiative, SBTI.
Cette méthode permet d'aligner un portefeuille en fonction d'un objectif exprimé en intensité carbone physique, par exemple à l'horizon 2050, tel que défini par le scénario Net Zero utilisé. On peut également citer l'Implied Temperature Rise, ou ITR, qui se fonde sur le budget carbone, et donc traduit les émissions absolues futures d'un portefeuille en hausse induite de température, exprimée en degrés Celsius. Enfin, on peut définir une trajectoire de décarbonation en consolidant les informations prospectives des actifs sous-jacents financés directement, financement de projets par exemple, ou via les entreprises qui détiennent ces actifs. C'est ce que permet par exemple de faire l'outil open source PACTA, Paris Agreement Capital Transition Assessment, développé par 2 Degrees Investing Initiatives, qui utilise des bases de données d'actifs de nombreux secteurs et permet une projection à 5 ans. Il est ensuite possible pour les banques de faire certifier par un tiers l'alignement avec l'accord de Paris de leur trajectoire cible. C'est notamment ce que propose Science Based Targets Initiative, qui certifie des objectifs fondés sur la science. Les banques engagées NZBA doivent publier tant leurs engagements que réalisations, distance à la cible, sur une base annuelle. Les publications sont généralement assorties d'un tableau qui résume l'ensemble de leurs engagements. Voici l'exemple de la publication de la Banque Postale. Une fois la trajectoire et les cibles définies, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de transition qui va permettre de les atteindre. Pour les entreprises non financières, ces plans d'action intègrent notamment les leviers identifiés pour décarboner l'activité et le budget alloué pour leur réalisation. Pour les institutions financières, le plan de transition vise à adapter la stratégie, le modèle d'affaires et la gouvernance de l'entreprise afin de pouvoir réaliser les engagements pris dans le temps. Le plan de transition permet de mettre en place à court, moyen et long terme d'abord une gouvernance adaptée. Il est important que les organes de décision de l'institution financière soient impliqués dans la définition des trajectoires et qu'une comitologie adaptée soit mise en place afin que les orientations stratégiques et cibles soient validées au bon niveau de décision. Ensuite, un mécanisme d'engagement avec les clients afin de les accompagner et évaluer leur capacité à respecter la trajectoire de décarbonation attendue pour leur secteur et ainsi permettre à l'institution financière de respecter ses propres engagements. Des politiques climat ou biodiversité, souvent sectorielles, qui fixent les conditions, réserves et exclusions éventuelles qui permettent de financer les projets actifs aux clients, donc octroyer un crédit ou engager un investissement. Par exemple, pour l'ensemble des banques françaises, toute entreprise ayant une activité charbon thermique doit avoir un plan de sortie à 2030 dans les pays de l'OCDE et 2040 pour le reste du monde. Par exemple, pour la Banque Postale, les entreprises du secteur aérien doivent avoir un plan de transition aligné 1,5 degré et certifié par un tiers reconnu pour pouvoir être financé. La collecte systématique d'informations sur la performance environnementale et sociale des clients. Les informations peuvent être collectées directement auprès des clients ou achetées à des fournisseurs de données externes. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3, la localisation des principaux sites de production, les diagnostics de performance énergétique, les DPE des actifs immobiliers, etc. Enfin, la définition et le suivi d'indicateurs internes afin de s'assurer que l'institution financière respecte la trajectoire fixée. Par exemple, des limites en montant total ou pourcentage d'encours à ne pas dépasser par secteur. Par exemple pour le secteur pétrole et gaz ou le charbon, ou par type d'actifs. Par exemple, les biens immobiliers dont les DPE sont notés F ou G. La méthode ACT pour Assessing Low Carbon Transition, une initiative lancée par l'ADEME, a pour objectif d'aider les entreprises dans leur stratégie de décarbonation. À travers une série de modules, cette méthodologie permet d'analyser si le plan d'action global de l'entreprise est robuste et lui permettra d'atteindre les cibles fixées. La méthode ACT, adaptée au secteur financier, qui a été développée en 2023, devrait permettre aux acteurs financiers de définir des plans de transition robustes. Dès 2015, la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, ou TCFD, a défini des recommandations concernant la publication par les entreprises d'informations concernant leur gouvernance et leurs actions pour réduire leurs risques liés au changement climatique. Les recommandations de la TCFD en matière de publication d'informations sont structurées autour de 4 thèmes: la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et les indicateurs clés et objectifs. Conformément à leur engagement NZBA,
les banques doivent publier annuellement les émissions absolues qu'elles financent, ainsi que l'intensité des émissions financées par secteur. En outre, le cadre européen de la finance durable, notamment la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, impose à partir de 2025 à l'ensemble des grandes entreprises de publier annuellement leurs émissions carbone Scope 1, Scope 2 et Scope 3, ainsi que leurs cibles de décarbonation et leur plan de transition. Ces données seront complétées de manière plus large avec des informations concernant leurs politiques, actions et objectifs concernant la réduction de leurs impacts négatifs et de leurs risques liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Concernant les banques européennes, des obligations de transparence supplémentaires ont été introduites par la réglementation dite Pilier 3 ESG. Ce texte exige des banques qu'elles publient un certain nombre d'informations complémentaires, notamment les émissions totales financées pour une liste définie de secteurs émissifs, CO2e, en Scope 1, Scope 2 et Scope 3. L'intensité carbone physique des portefeuilles sur les 8 secteurs suivants: production d'électricité, combustion d'énergie fossile, automobile, aviation, transport maritime, production de ciment et de chaux, production de fer et d'acier, de coke et de minerais métalliques et industrie chimique. Pour chacun des secteurs, les banques devront d'abord définir des métriques d'alignement permettant d'évaluer l'intensité carbone de leur portefeuille, ensuite indiquer leurs objectifs de réduction de l'intensité carbone de ces mêmes portefeuilles, avec une cible de 3 ans, enfin indiquer l'alignement de leur trajectoire en pourcentage avec la trajectoire NZ2 2050 de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. L'alignement du secteur financier sur l'objectif de l'accord de Paris reste compliqué à mettre en place aujourd'hui, mais en Europe, la réglementation l'impose, ainsi que progressivement dans d'autres parties du monde. Et donc, cet alignement se mettra en place progressivement dans les années à venir.